Ok. Bonjour, chers camarades étudiants. Bonjour pour ceux qui sont en ligne, monsieur Yeo, monsieur Kofi, et en Bonjour, monsieur. monsieur Ligue, monsieur Kwame, monsieur Brou. Nous Bonsoir, sommes monsieur. à l'UE, législation et cadre de gestion des ressources, et pour l'EQE, législation sur l'eau, la forêt et l'environnement. Normalement, ce cours est scindé en, on va dire, en 3 ou bien 4 grandes parties. La première partie, on va parler un peu de tout ce qui est notion basique sur le droit. Généralité au niveau du droit, les acteurs de la vie juridique, les biens, patrimoine. Donc, on va essayer de donner un peu quelques notions basiques sur le droit. En deuxième partie, nous allons voir un peu tout ce qui est droit sur l'environnement. Droit sur l'environnement, c'est-à-dire définition, les acteurs, les principes, mais avant de voir les principes, on va voir tout le concept qui entoure en fait le droit sur l'environnement. Donc les concepts comme le développement durable, la souveraineté, et après, nous allons attaquer en fait les principes. Maintenant, après les principes, nous allons maintenant voir en troisième partie, nous allons toucher un peu le code, tout ce qui est texte juridique en matière de l'eau, la forêt et de l'environnement. Et en dernière partie, nous allons voir un peu la législation sur tout ce qui est impact environnemental, c'est-à-dire les études d'impact environnemental et les études d'audit environnemental. C'est un peu ça. C'est comme ça va se dérouler le cours. Normalement, pour l'évaluation, on va tenir compte des quiz qui sont sur la plateforme et il y aura à la fin une évaluation. Une évaluation aussi sur table. C'est bon? Il y a quelques questions? Oui. Oui, monsieur Brou. On verra souvent la législation liée à l'impact environnemental. On ne va pas voir comment mesurer l'impact environnemental. Non, on ne va pas voir comment c'est. C'est-à-dire qu'on va voir bon, les grandes lignes. Juste les grandes. Maintenant, si vous voulez, comme ça, je vais vous donner la documentation. Voilà. Ça, je vais vous donner la documentation ou bien vous pouvez vous approcher du docteur Tchemeli. Il a toute la documentation sur les études d'impact. Donc, on va voir juste la liste. Pourquoi on mène une étude d'impact? Pourquoi, à un moment, on fait l'audit environnemental? Et en fait, ça répond à quoi? Voilà, ça dépend. Donc, pour cette première leçon, j'ai mis leçon 00. En fait, c'est, comme on dit, c'est un préalable, c'est juste un cours introductif. Bon, comment bon, donc comme objectif d'apprentissage, j'ai dit donner les bases fondamentales du droit. Dans à l'issue de ce cours, les apprenants pourront maîtriser les thèmes généraux au niveau du droit. Donc, cette leçon-là va être structurée en 5 sections: les cadres généraux du droit, l'organisation de l'appareil judiciaire, les acteurs de la vie juridique, droits et biens des personnes, obligations des personnes. C'est juste une introduction. Donc, vous savez que le droit a toujours existé dans la vie en société. Donc, on parle de l'omniprésence en fait du droit. Et ce droit-là a également un caractère relatif. Il peut être différent en fonction des sociétés. Qu'on soit au sud de la Côte d'Ivoire ou au nord de la Côte d'Ivoire, on voit même que pour hériter, on a le système matrilinéaire, patrilinéaire. Donc, ce droit-là aussi est relatif. Et ce droit-là aussi évolue dans le temps. Vous
vous voyez qu'avec l'arrivée des types de droit a dû s'adapter. Donc, on parle de ces trois caractéristiques. Le droit est omniprésent, il est relatif et il évolue. Donc, comment on peut définir en fait le droit? On dit le droit désigne les règles qui gouvernent la vie des hommes en société. Mais ce n'est pas seulement que le droit qui gouverne la vie des hommes en société. Et on a aussi ce qu'on appelle la règle morale et la règle religieuse. Normalement, un homme déjà, il sait ce qui est bien, il sait ce qui est mal. Ça, quand on parle de la morale. Et on a aussi la règle religieuse, qu'on soit au niveau des différents croyances qui existent, qui ont des commandements. Mais ici, la règle de droit est plus ou bien a un caractère spécifique par rapport à ces autres règles de droit-là. Donc, comme caractère spécifique, elle est d'abord générale et impersonnelle. Donc, c'est une règle qui va s'appliquer à tout le monde sans distinction de personne. Donc, on parle de la généralité et de l'impersonnalité de la règle de droit. Elle est permanente. Ça veut dire qu'elle dure dans le temps. Pour qu'elle prenne fin, il faut qu'elle soit abrogée par une autre loi. Elle est aussi obligatoire. Quand on dit une règle obligatoire, ça veut dire lorsque on ne respecte pas cela-là, on est passible de subir une sanction, c'est-à-dire que ce soit une punition ou une réparation. Et comme dernière caractéristique, elle est non rétroactive. Ça veut dire que cette loi ne peut pas s'appliquer à des faits ou à des événements antérieurs à sa publication. Passer un peu, donner un peu les différentes caractéristiques de la règle de droit. Donc, ici, on donne les grandes subdivisions du droit. On va parler de droit objectif, droit objectif, droit subjectif. Au niveau du droit subjectif, on a le droit civil, le droit public, le droit politique. Au niveau du droit objectif, on a droit national qui inclut un droit privé et un droit public, droit international aussi qui inclut un droit privé et un droit public. Au niveau du droit civil, on a tout ce qui est droit extra-patrimoniaux et droits patrimoniaux. C'est-à-dire, quand on parle du patrimoine, c'est tout ce qui va toucher tout ce que vous pouvez léguer à votre descendance. Donc, les droits réels, les droits de créance. On pense que souvent, c'est des bénéfices. Souvent, on peut léguer aussi des crédits à nos enfants aussi. Donc, le droit objectif. Donc, on parle de droit objectif qui englobe l'ensemble des lois et des règlements qui va organiser la vie en société et les rapports entre individus. On parle de droit subjectif qui va être l'ensemble des prérogatives, c'est-à-dire avantages qui est lié à un pouvoir particulier dont va bénéficier ou peut se prévaloir un sujet de droit, qu'il soit personne morale ou physique. Parce qu'on va voir aussi au niveau du droit, on a la personnalité. On peut être une personne physique ou une personne morale. Et le droit subjectif, qui est un point de vue de l'individu, est reconnu par le droit objectif. Donc, vous voyez que comme droit subjectif, on prend le cas, le droit de voter et le droit d'avoir un permis de conduire. Au niveau du droit national, le droit national, ce sont des lois qui vont s'appliquer dans un territoire. Donc, on parle de droit public lorsque ça touche la relation entre citoyens et État. On va parler de droit privé lorsque ça touche les rapports entre les citoyens. Au niveau du droit international, on parle de droit public lorsque on a la relation entre citoyens de différents États
et des droits privés lorsque c'est entre les États maintenant. Donc, ici, on a les trois subdivisions. Les trois subdivisions du droit subjectif ici, donc droit politique, droit public et droit civil. En droit politique, tout ce qui est droit de vote, droit de pétition, droit public, liberté de culte, le droit de se rassembler, droit civil, droit que l'on possède en tant qu'individu dans la société, donc tout ce qui est droits patrimoniaux, en fait les droits transmissibles ou évaluables en termes d'argent, et les droits extra-patrimoniaux. Donc ici, je donne rapidement la définition du terme patrimoine, qui est l'ensemble des biens et des dettes d'une personne. Ton patrimoine, vous peut-être ceux qui sont boursiers ou bien vous avez un patrimoine, c'est-à-dire tout ce qui est dans votre compte, mais aussi tout ce que vous avez comme bien, que ce soit une chaussure, un portable, voilà. Ça fait partie du patrimoine, de votre patrimoine. Ici, nous touchons maintenant les sources du droit, parce que quand on va parler aussi du droit de l'environnement, on va toucher aussi ces sources-là. Donc, les sources du droit, on les subdivise entre sources écrites et sources non écrites. Au niveau des sources écrites, on va toucher tout ce qui est loi, texte réglementaire et texte communautaire. Tout ce qui est sources non écrites, on va toucher au niveau des coutumes et des usages, la doctrine et la jurisprudence. La loi va être définie comme la règle obligatoire destinée à organiser. Coutume et puis usage. Je fais la différence tout à l'heure. Donc, la loi est définie comme la règle obligatoire destinée à organiser la société. Et cette loi-là émane de l'Assemblée nationale, qui est donc du Parlement. Donc, la Constitution va être la loi fondamentale de l'État. Donc, la Constitution est la loi fondamentale de l'État. Donc, cette Constitution-là va définir les principes généraux au niveau des autorités législatives, exécutives et judiciaires et va préciser les libertés, droits et devoirs des habitants. Donc, la Constitution, c'est un peu le socle. Et même dans la Constitution, on va parler, c'est-à-dire, je pense que dans le préambule, on va dire que tout homme a droit à un environnement sain. Je pense qu'il y a deux articles comme ça qui font référence au droit de l'environnement. Et la Côte d'Ivoire, depuis la conférence de Stockholm, a intégré en fait le droit de l'environnement dans sa constitution. Donc, au niveau des sources écrites, j'ai parlé de lois, des textes réglementaires et des textes communautaires. Donc, il y a trois sources écrites. Loi, textes réglementaires, textes communautaires. Donc, les textes réglementaires vont être des textes élaborés par le pouvoir exécutif en vertu de ses pouvoirs propres. Donc, ici, on sait que les lois sont élaborées par qui? Par quel pouvoir? Voilà, donc par le pouvoir législatif. Normalement, une loi peut avoir son origine du côté du pouvoir exécutif ou du côté du pouvoir législatif. Donc, soit on parle de projet de loi ou de proposition de loi. Mais dans tous les cas, que ce soit projet de loi ou proposition de loi, c'est l'Assemblée nationale qui va voter et qui va faire ses amendements. Une fois que cette loi est votée, elle suit quel processus d'après vous? Est-ce qu'elle rentre directement en vigueur? Elle doit être publiée. Avant d'être publiée. Parce qu'elle a été votée par l'Assemblée. Elle doit être d'abord promulguée.
Non, on peut venir, on va voir. Non, avant, non. Non, si à droite, faire un peu de problème. Oui, oui, monsieur Govi. Et laissez mon micro ouvert là, je parle à un responsable là. Ah, d'accord. OK. Donc, normalement, la loi est votée. La loi doit être signée normalement par le président de la République. Bon, ça dépend au niveau des pays. Mais en Côte d'Ivoire, une fois que la loi est votée, elle doit être signée par le président de la République. Et après sa signature, elle doit être maintenant publiée. Et c'est à partir de la publication maintenant que cette loi peut entrer en vigueur. Ici, on a les tests réglementaires. Eux, maintenant, ça, c'est le pouvoir exécutif, donc c'est le gouvernement. Donc, mais c'est pourquoi, c'est-à-dire, je pense que c'était où? C'était en Belgique, où, quand ils ont voté la loi sur le mariage pour tous, là, tout comme ça, donc le roi, comme il était bien catholique et tout, donc il ne voulait pas signer. Donc il a démissionné pour 24 heures. On dit le roi dans sa démission. Et puis, normalement, c'est le premier ministre qui a signé, et puis après, le roi a repris. Mais si le président ne veut pas signer, normalement, il a l'obligation de signer parce que le Parlement a déjà voté. Donc, ce qu'il peut faire, il peut retarder, voir. Bon. C'est pourquoi, ici, bon, comme on a un type de pouvoir qui est un peu présidentiel, voilà. Le président, une fois que ça passe à l'Assemblée nationale, il a tout le rouage pour que cette loi sorte comme il veut, en fait. Voilà. Donc, les tests réglementaires, on aura les décrets d'abord. Donc, les décrets sont signés par le président de la République. Donc, on dit que ce sont souvent des décrets d'application. Et vous voyez, quand on a pris le code de l'eau ou le code de l'environnement, ça, c'est la loi. Maintenant, on a des décrets, c'est-à-dire que cette loi-là va s'appliquer comme en réalité sur le terrain. Donc, on a les décrets qui sont souvent des décrets d'application. Donc, la rédaction et sa promulgation reviennent au pouvoir exécutif. Vous voyez souvent qu'il y a un décret, création de décret. Voilà. On a aussi ce qu'on va appeler les arrêtés. Donc, les arrêtés est une décision d'ordre pratique qui peut être soit ministérielle, préfectorale ou municipale. Selon sa source, il peut s'appliquer à un territoire géographiquement bien délimité. Si le préfet d'Abidjan fait un arrêté, normalement, c'est sur au niveau des districts d'Abidjan. Si le préfet d'une région, c'est sûr. Si le ministre du commerce prend un arrêté, c'est au niveau de son ministère et affiliation. Donc, ici, on a une localisation qui peut être territoriale ou bien sûr une activité bien précise. On a aussi les ordonnances. Les ordonnances, ce sont des textes élaborés par le pouvoir exécutif, mais qui peuvent entrer dans le domaine de la loi. Une fois qu'elles sont ratifiées par le Parlement, maintenant, elles vont avoir valeur de loi. Donc, à côté de ces textes réglementaires, on a aussi ce qu'on appelle les textes communautaires. Les textes communautaires qui sont les accords officiels passés entre États dans des domaines variés. Donc, vous voyez souvent, quand les chefs d'État se rencontrent, ils font une déclaration. Donc, on voit une déclaration, normes et principes rédigés par les États qui s'engagent à les respecter. Mais ces déclarations n'ont pas force de loi. Maintenant, on a aussi les conventions, qui sont des séries d'accords entre États qui incluent des normes et des principes auxquels ces États-là sont obligés de se conformer. Donc, bon, la notion d'engagement et bon, on essaye, on parle des sanctions, mais c'est des conventions. Donc, on peut avoir les conventions. Je pense qu'on a les conventions cadres
sur le changement climatique, convention sur la biodiversité, voilà. Et on a ce qu'on appelle les protocoles qui consistent à un ajout de nouveaux principes et normes pour renforcer une convention adoptée. Quand on parle de protocole, c'est quoi le protocole de Kyoto qui est venu préciser des choses par rapport à la convention sur le changement climatique. Donc, à côté de ces sources écrites, nous avons ce qu'on appelle les sources non écrites, coutumes et usages. Donc, ici, on dit la coutume est une règle de droit née d'une pratique habituelle et prolongée, considérée peu à peu comme obligatoire. À la différence, l'usage est une règle professionnelle ou locale qui s'appuie par le caractère répété et la croyance en leur caractère obligatoire. Exemple, la coutume. Le moment où on voit dans nos régions, dans nos traditions, on fait la torche. Mais ce n'est pas quelque chose, mais c'est une pratique habituelle et prolongée. Ça veut dire, pour avoir de te marier, tu as adopté ta femme. Toi aussi, si tu as une fille, dans ton entendement, on doit aussi l'adopter. Donc, c'est un peu, ça rentre ça dans la coutume. Au niveau de l'usage, le plus souvent, quand vous passez par quelqu'un pour avoir, c'est-à-dire soit pour acheter un ordinateur, ou bien pour avoir un marché, avoir un terrain, on dit, ah, c'est moi l'entrepreneur, j'ai droit à 10%. Donc, souvent, l'usage là-bas, c'est répété. On dit un caractère souvent professionnel. Donc, ce n'est pas que ce n'est pas écrit, mais comme j'ai été l'intermédiaire, quand même, j'ai droit à un pourcentage sur l'affaire. Donc, ça, c'est l'usage. Donc, c'est un peu la différence entre la coutume et l'usage. Au niveau, on a aussi la doctrine. Et quand on parle de doctrine, c'est l'ensemble des travaux d'auteurs, c'est-à-dire ça peut être des avocats, des notaires ou des universitaires, qui vont exprimer leur conception théorique du droit et vont commenter les lois. Normalement, on dit lorsque tu tues une personne, tu fais peut-être 20 ans de prison. C'est pas ça. Maintenant, imaginons quelqu'un qui tue une femme qui est enceinte de triplé. Donc, peut-être les auteurs vont dire non, c'est vrai que ces enfants-là, étant déjà dans le ventre, mais ce sont des êtres. Donc, normalement, en fait, il n'a pas tué une seule femme, mais il a tué 4. Donc, la peine peut être donc un juge, pour pouvoir rendre une décision de justice, va s'appuyer souvent sur ces doctrines-là, lorsqu'il y a un vide juridique. Voilà. Donc, parce que ça, ce sont des avocats ou des universitaires qui vont avoir des réflexions. Et aussi, on a ce qu'on appelle la jurisprudence. La jurisprudence, ce sont des textes émanant des cours de justice. Elle peut être une interprétation de la loi, ou bien elle va répondre à un but juridique. Parce que le juge, lorsqu'il y a une affaire, normalement, il doit rendre justice. Il ne doit pas dire, ah, la loi comment on appelle ça, ne parle pas sur ce domaine-là, dans lui. Et puis, non. En tant que juge, la loi, il doit prendre une décision de justice. Donc, soit il va s'appuyer sur la loi, soit il va s'appuyer sur les doctrines, mais il va s'appuyer sur une jurisprudence. En telle année, il y avait tel cas, voici comment le juge a légiféré. Moi aussi, je m'appuie et maintenant je rends une décision de justice. Monsieur Yeo, monsieur Kofi, ça va? Oui, bon, ça va bien, ça va. Ok, d'accord. Et monsieur Kofi? Lui, il a laissé le bureau, à tout le monde en train de travailler un peu. Donc, on vient de voir tout ce qui est source écrite et source non écrite. Au niveau aussi de l'organisation de l'appareil judiciaire, on a. Ok. Donc, on est au niveau maintenant du camp d'organisation de l'appareil judiciaire. On va avoir des principes fondamentaux de l'appareil judiciaire. On parle sur le principe de la séparation des pouvoirs, principe de l'unification des juridictions, ça s'applique à la Côte d'Ivoire, et le principe du double degré de juridiction.
le principe de la séparation des pouvoirs, on dit qu'il y a l'autonomie entre les différents pouvoirs en Côte d'Ivoire. Ici, on a quel type de pouvoir? On a le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Normalement, il y a une séparation entre ces pouvoirs-là. On a le principe de l'unification des juridictions en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Les juridictions peuvent connaître toutes les affaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent parler en termes d'affaires civiles, commerciales, pénales ou fiscales, hein, quel que soit le statut de la personne. Le principe du double degré de juridiction, ça veut dire lorsque on vous rend une décision de justice, vous avez recours à une juridiction de degré supérieur. Donc, en première instance, voici la décision qui est sortie. Vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aller en deuxième instance. Au niveau de l'organisation de l'appareil judiciaire, voilà, comme je disais, on a la juridiction de première instance, tribunal de première, et les juridictions de second degré, ça c'est la Cour d'appel. Et ces deux juridictions-là sont sous le contrôle de la Cour suprême. La Cour constitutionnelle, hein, avec la Haute Cour de justice, vont former des juridictions spéciales en Côte d'Ivoire. C'est la Cour suprême qui a La Cour suprême, c'est la Cour constitutionnelle. Non, ensuite le Conseil constitutionnel, oui. La Cour suprême, c'est la Cour constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel, ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, ici, on va essayer de faire l'inventaire du personnel de justice. Ah, ok, d'accord. Donc, ici, le corps judiciaire est composé d'abord de deux grands groupes. On a ce qu'on appelle les magistrats et il y a ce qu'on appelle les auxiliaires de justice. Donc, dans les magistrats, il y a ce qu'on appelle les magistrats de siège et il y a les magistrats du parquet. On parle de magistrats de siège, ceux qui s'asseyent. Donc, ici, c'est les juges et les magistrats du parquet, et puis, ce sont les procureurs. Les auxiliaires de justice, ce sont les greffiers, les huissiers, les notaires et puis les experts. C'est-à-dire, si dans une affaire, on a besoin d'un expert en cible pour pouvoir démontrer, montrer une situation, on peut faire appel à un expert. Et si l'avocat va représenter donc, magistrat de siège, magistrat assis, chargé de juger et de prononcer le jugement ou l'arrêt. Normalement, il est inamovible. On ne peut pas le déplacer sans demander sa permission. On a les magistrats du parquet. Eux, ce sont les magistrats du ministère public, procureur et les substituts. Eux, ils défendent les intérêts de la société et ils vont dépendre du ministère de la justice. Comme auxiliaires, on a les greffiers qui sont les fonctionnaires assistants et les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. On a aussi les huissiers qui sont chargés d'informer le défendeur des différents actes de procédure, c'est-à-dire des assignations et des décisions de justice, signification. On a les notaires chargés de l'élaboration, de l'authentification, de la conservation des actes juridiques ayant une force juridique particulière. Ici, les notaires, tout ce qui est vente de biens immeubles, dans les terrains, la maîtrise des notaires et dans la transmission aussi des biens. On fait souvent appel à un notaire. Dans les avocats, conseillers et assistent les clients. Ils vont défendre le client devant le tribunal. Et en fait, les experts chargés de réaliser des expertises à la demande du tribunal. Donc, il faut avoir aussi la compétence. On a ce terme, la compétence. On dit la compétence, c'est le pouvoir pour une juridiction de statuer sur une affaire. Donc, on distingue deux types de compétences. En fonction de la valeur de l'objet
on parle de compétence d'attribution. En fonction du lieu où ça s'est passé, on parle de compétence territoriale. Ça veut dire quoi? Si on a volé ma voiture à Cocody, est-ce que je vais aller porter plainte à Lepougon? Donc ici, comment on appelle ça là? Donc en fonction du lieu, on va parler de compétence territoriale. Donc si on voit ma voiture à Cocody, normalement c'est au commissariat. Cocody, je porte plainte. Mais en fonction de la valeur, peut-être, on peut parler de compétence d'attribut en fonction de l'objet. Donc, ici, la règle classique, on dit que le demandeur, c'est-à-dire celui qui porte plainte, le demandeur doit saisir le tribunal du lieu de résidence du défendeur. C'est-à-dire, si nous deux, nous avons un souci, que moi, je dois porter plainte contre toi, je dois aller dans ta circonscription. Pour toi, tu résides, pour porter plainte contre toi. Donc, le demandeur, moi, doit saisir le tribunal du lieu de résidence du défendeur. Mais il existe toutefois des règles particulières. Donc, on a aussi ce qu'on appelle action en justice. Comment on peut aller entraîner quelqu'un en justice, mais pour cela, parce que l'action en justice, comme on l'a dit, c'est le pouvoir reconnu à une personne de pouvoir s'adresser à la justice afin que son droit soit respecté. Donc, pour cela, il faut avoir la capacité, il faut avoir un intérêt personnel, il faut être légitime et aussi avoir la qualité. Donc, la personne qui entend l'action s'appelle le demandeur. Il y a le demandeur et il y a le défendeur. Donc, si moi, je vais me plaindre contre toi, je suis le demandeur, et toi, maintenant, tu deviens le défendeur. Oui. Avoir la qualité. Oui, avoir la qualité. Avoir la qualité, parce que si moi j'ai une affaire contre toi, est-ce que toi, ton frère peut venir se plaindre à ta place? Est-ce qu'il y a la qualité? Voilà, il n'y a pas la qualité. En fait, il peut avoir la capacité parce que, de manière juridique, c'est une personne. Parce que, est-ce qu'un chien peut porter plainte pour dire que j'ai été mordu? Non, non, non. Il n'a pas la capacité. Mais si, il n'a pas la qualité. Il y a la qualité, il y a la légitimité. Okay. Donc, tout ce qui est procédure civile, ça se déroule en 5 étapes. On introduit en fait la demande. Le juge va vérifier. On va confronter en fait les deux parties. C'est l'audience. Le juge va rendre sa décision. Et après, il va avoir un recours. Si possible, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez faire un recours. Donc, il y a les voies de recours. Donc, voici un peu les 5 étapes de la procédure civile. Première étape, demande d'introduction d'instance. Elle est faite soit par assignation d'un huissier de justice, soit par une requête adressée au greffe du tribunal, soit par comparution volontaire. Donc, la mise en état, le juge va vérifier la recevabilité de l'action, si le dossier est complet ou pas, et s'assure du respect du principe de contradiction. On a aussi l'audience, où on va écouter maintenant les auditions des différentes parties ou leur avocat. Et la décision ou le jugement prononcé de la décision mise en délibéré. Et les voies de recours, elles permettent aux plaideurs de requérir un nouvel examen du procès. Donc, ici, on touche maintenant les acteurs de la vie juridique, la notion de personnalité juridique et puis les effets que cette personnalité juridique-là va entraîner. Donc, on dit la personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et à être soumis à des obligations. Donc, les effets de la personnalité juridique. La personnalité juridique va avoir comme effet, va vous donner une identification. Donc, un nom. Vous voyez que normalement, les sociétés ont un nom. Les hommes aussi ont un nom. Un patrimoine qui est l'ensemble des droits et obligations évaluables en argent permet d'être titulaire de droits et d'obligations et va mettre en jeu votre responsabilité, que ce soit civile ou pénale. Donc, ici, on parle de personnalité physique. On dit que la personnalité physique ici, c'est un être humain. On ne peut pas avoir comme personne physique
un animal, on dit ça donne un être humain. Et l'être humain acquiert sa personnalité juridique à sa naissance. Cependant, on dit que l'enfant doit naître vivant et viable. Voilà. Donc, la personnalité juridique cesse avec le décès de la personne et on a deux exceptions. On a l'absence et on a la disparition. Donc, on dit par exception, il existe deux hypothèses où le droit admet par fiction la fin de la personnalité juridique. Donc, on parle on fait à deux thèmes, absence et disparition. L'absence, c'est quoi? On dit que c'est la cessation de paraître à son domicile et à sa résidence et de rester sans nouvelles, de sorte que l'on ignore si la personne est en vie ou si elle est décédée. Ça, c'est l'absence. La disparition, par contre, vous êtes dans un avion, en fait, vous faites un crash, mais on n'a pas retrouvé votre corps. Ça veut dire situation de quasi-certitude ou de certitude relative à la mort d'une personne dont le corps n'a pu être retrouvé. Donc, ici, on va parler de disparition. Donc, il y a toujours un délai avant de prononcer la fin de cette personne-là de manière juridique. Donc, donc, pour les personnes juridiques, on sait qu'on a le nom, on a le domicile, la nationalité, l'état civil, marié, pas marié, combien d'enfants, tout ça, c'est. Pour les personnes morales, on a dit quoi? Une personne morale est un groupement de personnes et ou de biens. Soit on est ensemble, on met ensemble un groupe de personnes. Ça, le plus souvent, ce sont les associations. Et si on met ensemble des biens, ça, c'est quoi? Ça c'est la société. On va revenir. Donc, ici, on donne voilà, tout ce qui est sur la notion de la personne morale. Bonjour. Quelque chose? Donc, on a différentes catégories de personnes morales. Différentes catégories de personnes morales. Ça, c'est. Donc, vous allez voir, on a des personnes morales qui vont dépendre du droit public et des personnes morales qui vont dépendre du droit privé. Donc, quand on parle de l'État, collectivité territoriale, établissement public, ça, c'est personne morale de droit public. L'État, on va prendre comme exemple, l'État de Côte d'Ivoire. Collectivité territoriale, tout ce qui est district, région, commune, ça, c'est établissement public, université, les hôpitaux publics, tout ça, c'est les établissements publics. Droit privé, ici, enseigné entre société et association. Ça, je vais plus revenir. Ah, ok, là. Société et association. En fait, les sociétés, c'est tout ce qui a but lucratif, c'est-à-dire une société cherche à faire du profit. Mais les associations, pas forcément. Donc, dans les associations, on va retrouver les ONG, mais dans les sociétés, on va retrouver peut-être tous ceux qui cherchent à faire du profit. Voilà. C'est bon? OK. On a déjà combien de minutes? On a commencé à quelle heure? Donc, je veux mettre
Oh. Stop. Appelle monsieur. Je veux mettre une pause par rapport à l'enregistrement. Aga, ceci n'est pas le elle est, elle est repartie. Elle, c'est AGPE. Oui, pardon. Je voulais mettre une pause un peu. Arrêter, voilà, pour le temps.